Joe qui parle que de santé. Pour l'écouter, téléchargez l'application Radio Afrique Santé sur Play Store ou tapez simplement sur le net radioafriquesanté.com. Vous pouvez également suivre nos émissions filmées en direct sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, c'est ton écoute partout dans le monde. Et c'est clair et net. Prêt à découvrir les secrets d'un mode de vie équilibré et stylé? Alors, attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage captivant avec Tendance Mode et Santé. Chaque samedi, de 15h à 17h, soyez au rendez-vous de la mode, de la santé et de la tendance. Avec des experts passionnés et des invités inspirants, découvrez les dernières nouveautés, les conseils avisés et les astuces pour rayonner au quotidien. Tendance Mode et Santé, chaque samedi, de 15h à 17h sur Radio Afrique Santé. Parce que la vie est une aventure à vivre avec style, vitalité et élégance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous parlerons de tendance, de mode, mais aussi de santé. Tendance Mode et Santé, c'est votre nouvelle émission diffusée tous les samedis à partir de 11h sur Radio Afrique Santé. Installez-vous confortablement, je suis Carole Mafleur-Viuani. Bonjour et bienvenue. Nous commençons tout de suite avec la rubrique Tendance. Mais en studio, je ne suis pas seule, je suis avec Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Carole. Tu vas bien? Ouais, je vais super bien. Bonjour Ordéric. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien aussi, et toi? Ça va, merci. Okay. Alors aujourd'hui, nous parlerons des dreadlocks. Je vois que tu en portes. Elle n'en a pas, elle a un style un peu particulier. Ouais. On parlera des dreadlocks aujourd'hui. Les dreadlocks, souvent appelés locks ou dreads, sont des mèches de cheveux naturellement emmêlées et formées sans l'utilisation de brosses ou de peigne. Qu'est-ce qui t'a poussé, Ordéric, à porter des locks et depuis quand tu les as? Bon, déjà, je les ai depuis 2018. Il faut dire que ce n'est pas la première pousse. Je les ai coupés en 2022, si je ne me trompe pas, oui. Je les avais coupés en 2022 et j'ai fait cette reprise-là. Sinon, j'avais fait les premières en fin 2018. Donc, tu es un ancien loxé? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord, mais pourquoi tu les as fait? Qu'est-ce qui t'a... C'est un choix personnel Je dirais que je suivais à l'époque un YouTuber et on va dire que dans l'ensemble avec les locks je trouvais que ça rendait, donc je me suis demandé bon, est-ce que ça m'aurait plu si j'en avais, donc j'ai mis le projet en route et puis par la suite, après l'avoir fait, j'ai apprécié, donc j'ai gardé. D'accord. Pour toi, que représentent les locks sur le plan personnel et on va dire culturel? Bon, sur le plan personnel, je dirais déjà que c'est d'une certaine manière une identité remarquable. Il faut reconnaître que
la plupart des milieux dans lesquels du moins la plupart des milieux que je fréquente, généralement, une fois que j'arrive, la plupart du temps, on me remarque un peu, ou carrément, faut dire aussi que ça aide certains à introduire certaines discussions. Donc, c'est une manière pour toi de te démarquer du lot, de ne pas ressembler à tout le monde. Exactement. D'accord. Jessica, dis-moi, est-ce que tu aimes les locks? On va commencer déjà par là. Pas du tout, moi j'aime pas les locks. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui te dérange ou te bloque par rapport aux locks? D'abord, je prends d'abord les locks. Quand je vois quelqu'un qui est locksé, j'ai une image, je sais pas, assez particulière de cette personne-là. C'était comme si, à mes yeux, c'était comme si quelqu'un qui prenait, excusez-moi pour le thème, le mot, un drogué. C'est pour ça que j'aime pas du tout les locks. Donc, est-ce que tu penses que Orderic est un drogué là, actuellement? Dis-moi tout, je t'écoute. Non, là, je vais pas me prononcer si ça. Mais quand je vois quelqu'un qui est locksé, c'est souvent l'image que j'ai de ces gens-là. Mais est-ce que ton avis n'est pas influencé par les stéréotypes? On dit souvent, tu viens de le dire, que les personnes locksées sont des personnes sales, on dit qu'ils sont pauvres, c'est pourquoi ils ne veulent pas changer tout le temps de coupe de cheveux. On dit qu'ils se droguent, qu'ils sont des meurtriers et tout ça. Est-ce que c'est ce qui a influencé toi, c'est ce qui t'a influencé pour que tu n'aimes pas les locks et les personnes locksées? Bon, moi, je dirais que c'est pas ça seul. D'abord, j'aime changer ma coiffure. Parce que garder les mêmes choses durant une longue période, c'est parfois c'est fatigant. Et en dehors de ça aussi, c'est que quand ça pousse, tu ne peux plus défaire, tu es obligé de couper. Pourquoi? Tu as l'impression que tu te sentiras emprisonné. Voilà. Orderic, est-ce que ça t'arrive souvent de vouloir changer de tête, de vouloir ressembler à autre chose? Bon, oui, par moment. Par contre, s'il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord, mais je trouve qu'il faut nuancer quand même un peu. Oui. Il est vrai que un locksé, la plupart du temps, aura relativement la même tête. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique et que la plupart du temps également, on natte les cheveux. Et tu as la possibilité avec les locks de faire plusieurs styles. Tu peux simplement joindre par exemple 3 mèches pour avoir des locks un peu, du moins des mèches un peu plus grosses. Mais également, tu peux les natter comme je l'ai précédemment dit. Bon, étant un homme, je ne mets pas de mèches. Sinon, si je prends la plupart des locksées femmes que je connais, elles ont la facilité à faire à changer de tête, à faire d'autres looks. Même quand ça devient long. Oui, même quand ça devient long. Le problème va être surtout le type de locks que tu as. Si tu as des locks fines comme les miennes, c'est plus facile. Mais quand tu as des locks qui sont un peu plus... des mèches qui sont un peu plus grosses, il faut reconnaître que bon, ça va être compliqué. Je veux dire quelque chose. Je trouve un peu que les locks, faire les locks, c'est pas seulement... quelque chose qui n'est pas... Bon, moi, j'aime pas parce que d'abord, l'entretien. Okay. Parce qu'on n'a pas tout le temps de l'argent. Quand il va falloir, mais à un moment donné, il va falloir entretenir ça financièrement. On va d'ailleurs revenir à ça, je ne te coupe pas, mais c'est un autre volet de notre rubrique. On s'est promené un peu dans les rues avec mon réalisateur que je salue, s'appelle Gildas Marie Korovi, et on a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensent des personnes locksées. Okay. Donc, on va écouter ça et on revient. Quand on les voit directement, on pense en même temps qu'ils fument des gays, ils fument la cocaïne, ils sont des gars, ils mandent des trucs comme ça. Donc, généralement, ce sont des gens un peu détournés de sens qui font des trucs comme ça. Les voleurs, les gens qui vont dans des ghettos, tout ça, voilà. Donc, ce n'est pas bien de faire ça. Moi, j'adore les locks parce qu'elles offrent une coiffure unique et stylée. Elles offrent également une apparence distinctive et peuvent être personnalisées avec différents styles et longueurs. Et ça protège également les cheveux en limitant leur manipulation. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de te tresser tout le temps. La plupart des gens qui font les dreadlocks aussi là, quand on les voit, c'est de façon des gars humains et tout, genre des bandits quoi. Genre ceux qui prennent les substances et tout. Ceux qui ont les locks, on peut dire que c'est des bonnes personnes parce que quand tu as les locks, cela ne veut pas dire que tu es un assassin ou un délinquant. Les locks, c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est un truc de plaisir en fait. Ce n'est pas pour le banditisme ou quelque chose d'autre.
En fait, l'apparence est vraiment trompeuse. Des personnes aiment, mais il y a d'autres qui n'aiment pas. Les gens qui sont un peu responsables, c'est-à-dire ils te suspectent déjà quand tu présentes de pareilles images. Sinon, c'est un truc que moi j'aime trop. Quand je vois les rastas, et en étant homme même, je suis touché, je suis un peu attiré. Quand je vois les trucs du genre, dans les hommes qui sont rastas, ils sont encore cool. À mon rasta, parce que c'est Dieu quoi, c'est l'argent. C'est pas donné à tout le monde. Quand tu n'as pas l'argent, mon pote, tu ne peux pas faire. En toute sincérité, parce que déjà les traitements, ainsi de suite, il y a des gens qui sont super parfaits au cœur, ils sont gentils. En tout cas, tous les aspects qui montrent que c'est un homme social, c'est un homme respectueux, il est sage, ainsi de suite. Quelqu'un peut choisir de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Ce n'est pas qu'il est en train de suivre quelqu'un, non. C'est pour lui-même, son propre bien. S'il est à l'aise avec son choix. Au Bénin, si on peut dire que genre, certains interprètent ça mal. Parce qu'ils peuvent dire que genre, la personne n'est pas fréquentable. Mais c'est son choix à lui. Il ne fait pas ça pour vous, il fait ça pour lui-même. C'est ici en Afrique que nous avons cette mentalité. Sinon, dans les pays développés, ils arrivent à trouver des travails, ils travaillent dans des sociétés qui ont des bonnes réputations. Je trouve pas vraiment qu'il y ait du mal à faire des dreadlocks en fait. Parce que bon, ça dépend de la vie de tout le monde, la conception que tu as de ça en fait. Tout est une affaire de point de vue. Et tout dépend du milieu dans lequel tu as grandi, du conditionnement que tu as eu en fait. Toutes les visions qu'on a des dreadlocks en fait sont alimentées par les médias et on voit des jeunes, on fait des dingueries, fumer. Et on associe directement en fait la coupe à la personnalité. Or en fait, c'est des trucs qui doivent être dissociés en fait. Parce que la personnalité n'a rien à voir avec la coupe que tu fais. Rester là, dire que ouais, c'est la coupe des délinquants, tout. C'est alimenté par de l'obscurantisme en fait. C'est la désinformation. Voilà, c'était là l'avis de quelques jeunes que nous avons rencontrés un peu partout dans la ville. Avant que tu ne leur répondes, enfin que tu me dises ce que tu penses de ce qu'ils ont dit, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà été confronté à des jugements à cause de tes locks? Est-ce que ça arrive souvent? Bien sûr. C'est, comment je vais dire? En fait, au départ, j'appréhendais déjà. Faut reconnaître que quand je les ai faites la première fois dans mon quartier, à chacune de mes sorties, en fait, je sentais le regard des gens sur moi. Et c'était pas forcément un regard admiratif, voilà. Non, pas forcément. C'était d'abord un regard curieux, pour commencer. Mais je dois reconnaître qu'il m'est déjà arrivé une mauvaise expérience dans laquelle je pense j'étais allé acheter du pain et j'ai remarqué qu'il y a deux jeunes non, ils marchaient dans le sens contraire. Et ils m'ont regardé de manière, je peux qualifier ça de méprisant. Et je pense que c'est la seule fois que j'ai réagi. Je les ai apostrophés en demandant mais c'était quoi le problème? Et ils ont voulu en faire toute une histoire. Je leur ai dit bon d'accord de continuer simplement leur chemin. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment fait attention à un retour de ce genre. Sinon, la plupart du temps, je dirais que la plupart des regards qui se portent sur ma coiffure sont plus des regards curieux, surtout quand la personne n'est pas habituée à moi. Mais est-ce que ça n'a pas avancé maintenant? Je veux dire, il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que les loxiers étaient des personnes droguées. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas évolué? Bien sûr que ça a évolué. Je pense que je crois que je vais l'attribuer un peu à la mondialisation, l'accès à Internet, à la culture occidentale et par la grâce de Dieu également aux personnes qui sont un peu curieuses, qui ont fouillé, voir est-ce que c'est réellement quelque chose d'importé ou pas, ou est-ce que ça fait partie de notre culture. Donc aujourd'hui, la plupart des jeunes ont quand même évolué avec cette mentalité. Mais il faut reconnaître que bon, une bonne partie de la génération des années avant 90 ont gardé légèrement on va dire, ils ont encore un tout petit peu de réserve sur... Exactement. On l'a entendu dans le micro-trottoir. Les avis étaient nuancés, mais c'est vrai qu'il y avait plus de personnes qui trouvaient que les personnes loxées sont des drogués et tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces gens-là qui pensent que les loxés sont des délinquants, des drogués, des tueurs, des criminels? Voilà, des criminels ambulants. Pour commencer, je dirais déjà que ils ont le droit d'avoir leur avis. Il faut reconnaître qu'il y a de cela encore quelques années, je vais dire une dizaine d'années, malheureusement, certains jeunes qui avaient l'habitude de commettre certains actes étaient loxés.
Et au-delà de ça, il y a certaines... comment je vais dire ça? Certains milieux dans lesquels on rencontre beaucoup plus de loxés. Ce qui a dû entretenir en fait cette... De loxés délinquants, on va dire. La majorité des gens qui commettaient des actes peu recommandables étaient des... Je parle de délinquance. D'accord. Donc, ce qui a fait que la plupart ont gardé cette image de la tresse en elle-même. Mais avec le temps, elle a évolué. Ceux qui ont toujours cette idée-là, je dirais plus d'essayer de s'ouvrir au monde. Parce que je crois quand même que si on remarque, pour beaucoup, ceux qui ont fait évoluer leur mentalité, c'est beaucoup plus en se rendant compte que ce n'est qu'une forme de... Ce n'est qu'un style pour la plupart. Ça ne définit pas... Ça? Ce n'est pas forcément du... Bon, on va prendre un exemple. La tresse que tu as faite, est-ce que tu l'as fait... Est-ce que tu penses que tu es la seule à l'avoir fait? Non. Est-ce que tu penses avoir créé cette tresse-là? Non, mais ça, tout le monde peut faire ça. Mais justement, quand on parle des locks là maintenant... Les locks sont, on va dire, ouverts à tout le monde. Oui, mais le caractère financier. Okay. Voilà, parce que d'abord, je vais d'abord dire que lorsque tu vas dans une entreprise en cherchant du travail aujourd'hui, tu vas dans une entreprise et tu as ça sur la tête. Le regard de ton employeur. Bon. Il te qualifie d'abord comme quelqu'un qui est un délinquant. Voilà. Et quand c'est encore plus haut, c'est encore pire quand c'est une grande personne. Une personne, c'est-à-dire un entrepreneur qui n'est pas jeune. Ou bien un entrepreneur qui n'est pas pour les trucs on parle de la modernité aujourd'hui, n'est pas pour ça. Pour lui, c'est tu es à la norme, tu es dans la norme et tout. Et donc, tout ça, je crois que tout ça te bloque des chemins. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas quand même. Ok. Si tu me permets d'intervenir. Oui, je te laisse lui répondre. Et ma mère, du moins de son vivant, avait relativement le même avis. Et pareillement, bon, je vais dire mes parents, mes proches, mes parents dans leur globalité, avaient peur en fait que les tresses ne me permettent pas de trouver du travail. Étrangement, jusque-là, je n'ai pas chômé. Dans quel sens? Parce que peut-être que tu as raison sur le fait que lorsque la personne est un peu âgée, d'un certain âge, elle peut avoir des a priori par rapport à la tresse. Mais au-delà de ça, il faut voir la présentation également. Si par exemple tu te lèves, tu portes, comment je vais dire, un t-shirt large, tu portes un pantalon large et que tu te rends avec les cheveux débraillés à un entretien, que tu sois loxé ou pas, tu n'auras pas une bonne image. On est d'accord. On est au Bénin après toi. Si tu t'habilles très bien, avoir d'abord ta tête, ils vont se dire, le gars là maintenant. Mais j'espère que tu ne penses pas que les mentalités ont évolué. Beaucoup plus de personnes maintenant acceptent de plus en plus les personnes loxées. Mais je pense que ça dépend du poste. Ça dépend du poste et ça dépend du travail. Par exemple, si je prends par exemple les DJ. Si tu es loxé, mais ça c'est... Donc tu penses que les personnes loxées sont bonnes pour ce genre d'activité-là? Voilà. Ça dépend de l'activité au fait. Mais si une personne loxée décide de se présenter pour, je ne sais pas, un poste de secrétaire... Ça dépend de son employeur. Si l'employeur n'a pas la mentalité des jeunes, je crois que c'est mort. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux compétences de la personne, mais plutôt à son physique, à ses looks. Comme on le dit souvent, quand tu vois une personne pour la première fois, tu juges cette personne à travers son habillement, son physique et tout ça. Comme Carole l'a dit, je pense que d'abord la mentalité a beaucoup évolué, mais au-delà de ça, je dois reconnaître que je me suis retrouvé beaucoup plus en face de jeunes pour la plupart du temps. C'est votre cas. Bon, quand je dis jeune, et quand je dis jeune encore, je pense qu'on est tous dans la trentaine. C'est pour ça que je les considère toujours comme jeunes. Sinon, ils sont relativement plus âgés que moi. Ils sont justement, comme je le dis, des années 80 à peu près. Bon, ce sont sûrement que ce sera des gens qui optent pour la modernité, comme on le dit, ils vont se dire, comme c'est la modernité. Toi, tu restes ancré dans la tradition. Bon, on est en Afrique. Tu ne veux pas évoluer avec ton temps. Il faut évoluer, mais il faut savoir évoluer.
Il ne faut pas oublier sa tradition. Ok. Il ne faut pas copier les autres et oublier ce qu'on a. Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Mais est-ce que tu sais que par exemple les locks chez les hommes fait partie de notre culture en fait? C'est, comment je vais dire? Je pense même que c'est plus quelque chose qui a été exporté vers l'extérieur et pendant très longtemps, du moins pendant un certain temps, on ne l'a pas réellement vu dans notre société. Et avec les réseaux sociaux, et YouTube et autres, les clips, c'est revenu en Afrique comme quelque chose qui est attribué beaucoup plus au domaine artistique. Tu vois? Oui. Donc, ça fait que nous qui n'avons pas connu ça dans notre enfance, dans notre adolescence, ça nous est revenu en face comme quelque chose de nouveau. Mais quand tu regardes très bien, je crois même que je n'ai pas les noms en tête malheureusement, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est quelque chose qui fait partie de la culture africaine. Oui, bon, c'est vrai, peut-être ils ont importé à l'extérieur. Oui. Quand c'est parti là-bas, ils ont donné un autre visage à la chose. Non, si tu regardes des photos d'antan, tu auras le même style. Je ne refuse pas. Pardon Jessica, Oui. elle parlait tout à l'heure d'entretien des cheveux. Oui. Est-ce que ça ne te coûte pas trop cher d'entretenir tes locks? Ça dépend, je vais dire que ça dépend de chacun. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par ça dépend de chacun? Personnellement, je fais moi-même l'entretien de mes locks, pour commencer, la plupart du temps. Et lorsque je n'ai pas le temps ou carrément je suis un peu flemmard par rapport à ça, je fais appel à ma chérie et elle s'occupe de s'occuper de mes locks. Donc, si moi je dois parler, ça va être que ça ne me revient pas réellement moins cher d'entretenir mes locks. Donc on peut trouver un moyen de ne pas trop dépenser, mais d'avoir des locks propres, Oui, présentables. bien sûr, on peut avoir des locks propres et présentables. On va écouter un avis expert sur la question. Okay. Elle s'appelle Françoise. Elle est directrice d'un institut de beauté. Okay. On lui a demandé comment il faut entretenir les locks. Donc on l'écoute. D'accord. Les dreadlocks, appelés tout simplement dreads ou locks, sont des mèches et cheveux mélangés. On a plusieurs types de locks. Il y a sister locks, micro locks et macro locks. Les dreadlocks, ça coûte de 50 000 à 100, 250 000, ça dépend. Pour entretenir les dreadlocks, on lave et on fait le bain. Ça permet à ce que les cheveux ne se cassent pas. Et après, on fait le resserrage et hydrater à la fin. Ça a beaucoup d'avantages. Ça réduit le temps d'aller se tresser à chaque fois ou à chaque 2 semaines ou à chaque 1 mois. Avec des dreadlocks, tu peux garder pendant 2 à 3 mois avant de resserrer. Et ça économise aussi l'argent. Voilà, l'expert disait tout à l'heure que l'entretien des locks ne coûte pas si cher que ça. Ça dépend du type de locks aussi. Et elle dit que ça te permet de ne pas aller tout le temps chez le coiffeur, chez la coiffeuse pour refaire une nouvelle tresse. Est-ce que toi, ça ne te motive pas à faire des locks? Ça te fait gagner du temps. Tu n'es plus obligé de dépenser chaque 2 semaines, chaque mois pour refaire une nouvelle coiffure. Bon, moi, je ne vais pas dire que je suis assez convaincue. Parce que chacun choisit sa coiffure en fonction des visions qu'elle a dans la vie. Donc, avoir mes visions, mes projets, je ne sais pas si peut-être après je vais changer d'avis. Est-ce que ce n'est pas la peur qu'avoir des locks soit beaucoup trop lourd à assumer? Qu'on te refuse par exemple un poste parce que tu as des locks, est-ce que ce n'est pas cette peur-là qui te... Je dirais, c'est pas ça seul. D'accord. D'abord, il faut, disons, le regard de la famille et tout. Quand tu es locksé, tu es d'office délinquant. D'office. Donc, il y a le regard de la famille et aussi dans le domaine de l'emploi, comme vous le dites. Et tu le dis, et en dehors de ça, je sais pas, actuellement, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour... Parce que moi, je n'ai pas de chéri, peut-être. Je n'ai pas de chéri qui va t'aider à entretenir tes locks. Voilà, je n'ai pas de chéri qui va m'aider à entretenir mes locks. Donc, je ne suis pas encore assez convaincue. Peut-être que je peux changer d'avis après. On ne sait jamais. Ordéric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bon, déjà, je te remercie pour l'invitation. Mis à part ça...
je trouve que, comme elle l'a dit, c'est une question de personnalité, déjà pour commencer. La plupart des personnes qui portent des locks ont généralement, certains trouvent qu'ils ont généralement un certain profil, que je ne décrirai pas forcément ici. Mais au final, je pense qu'une tresse ira forcément avec la personnalité de la personne qui la porte. Mais par rapport au domaine professionnel, faut dire que je suis développeur. Et nous avons l'habitude d'être généralement dans des bureaux. D'où, n'ayant pas l'habitude d'apparaître, les employeurs n'auront pas de mal à nous engager, puisqu'on ne fait pas mauvaise publicité pour la boîte. Donc je reconnais que, comme tu l'as dit, le boulot compte. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, même au Bénin ici, en Afrique ici, commencent à accepter de plus en plus les locks. Difficilement. Moi, je trouve quand même qu'on a une très bonne évolution au fil du temps. Et je pense qu'il y a un intervenant qui l'a dit, c'est quelque chose dans le sens où chacun fait ce qui lui plaît de ses cheveux. La liberté, c'est ça. Il faut donner la liberté à chacun. La liberté d'expression. Oui, Il faut donner la liberté d'expression aux gens et leur permettre de s'exprimer réellement librement, quelle que soit la manière dont ils choisissent de le faire. Donc, critiquer va beaucoup plus mettre mal à l'aise ceux qui n'ont pas encore la capacité d'assumer les locks qu'elles portent, du moins ce qu'ils portent. Donc, soyons tolérants envers. Il faut laisser chacun dans sa liberté, laisser à chacun la liberté de s'exprimer comme il veut. Je vous remercie pour ce bel échange. C'était un bon moment que j'ai passé avec vous. Je vais vous raccompagner en musique. On va écouter MC Solar qui nous chante La Mode. Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels le psychopathe trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ quand lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ quand on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont attestés, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. M'attaque, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête de l'image, la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ quand on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. On revient ici en studio, le décor a un peu changé et on est là pour la rubrique mode et pour cette rubrique on parlera de streetwear. On écoute ceci et on revient.
Je disais tout à l'heure qu'on vient d'entrer dans la rubrique mode. Et pour parler j'ai dit qu'on allait parler de streetwear. Pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec des personnes stylées. Quelqu'un est venu avec des lunettes de soleil. Bon, on va commencer par l'homme. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Je suis Larison Kokodoko, étudiant en journalisme à l'UNESTIC. D'accord, on va se tutoyer. Ok. Et je suis allée chercher quelqu'un très loin. Très loin d'Amérique. C'est une des pionnières du streetwear dans sa région. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Maishline. Ouais. J'espère que je prononce bien. Donc, Maishline, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va, merci. On va se tutoyer aussi. D'accord. Est-ce que tu es contente d'être là? Oui, je suis super contente. Vous êtes arrivé très frais. Oui, je sais. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu vos looks? Je commence par qui? Allez-y, les dames d'abord. Bon, moi j'ai porté un oversize. Les termes techniques là, ça va être chaud ici. Un gros t-shirt. Okay. Un gros t-shirt avec un boyfriend et des baskets. D'accord. Monsieur? Plus mes lunettes. Je suppose là, que c'est très cher. Les lunettes, ça vient d'où? Amérique, Allemagne, Italie ou Chine? Non, et Californie. Ok, d'accord. Votre style? Bon, moi, je suis en suite à capuche oversize. J'ai porté un cargo bleu nuit. D'accord. Et des Air Force, des Nike Air Force blanches. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'elles sont en bas. C'est quoi le nom de votre style? Aussi, vous me le rappelez? Le sac. Le sac, c'est très important, le sac. Le bracelet, lui, il est caché parce que bon. D'accord. Donc, le sac et le bracelet, c'est indispensable. Et les lunettes de soleil aussi, c'est indispensable. Oui. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours. Toujours. D'accord. C'est quoi le nom de votre style? Bon, j'ai pas vraiment de nom, mais j'appelle ça souvent, je m'exprime librement. D'accord. Larison? C'est tout simplement du streetwear. Ok, c'est ce que je voulais entendre. On va parler du streetwear. Qu'est-ce que c'est le streetwear? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Bon, pour moi, le streetwear, c'est un style vestimentaire urbain. C'est venu dans les années 80-90 aux États-Unis, en Californie. C'était D'où viennent les lunettes là? Voilà. C'est le même Californie là, non? Oui, d'accord. Oui. Donc, les jeunes de là-bas, ils s'habillent de manière expressive et c'est souvent les skateurs. Ceux qui font du skateboard, c'est eux qui portent ça souvent. Donc, c'est venu ici au Bénin. J'ai l'impression qu'elle me parle comme si j'avais 80 ans. Je pense que j'ai le même âge que vous, à peu près, donc épargne-moi. Faut pas me revenir ici, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. Pour moi, le streetwear, c'est tout simplement un style vestimentaire qui permet à une personne de s'exprimer librement. La traduction littérale du mot, c'est quoi? Streetwear en français, facile, ça veut dire? Tenue de rue. Voilà. D'accord. Toi, ta définition du streetwear, c'est quoi? Parce que je sais que dans ce monde-là, chacun a un peu sa définition. Oui. Donc, j'aimerais bien avoir la tienne. Pour moi, le streetwear, c'est bien plus qu'un style vestimentaire. C'est vrai que c'est d'abord un style vestimentaire né dans les rues de la Californie dans les années 80-90, comme elle l'a dit tout à l'heure. Mais c'est aussi et c'est surtout un mode de vie. Vous voyez, le tout ne suffit pas de porter de grands t-shirts ou des cargos pour dire que voilà, je suis en streetwear. Non. Le streetwear, c'est quoi? Quand tu portes cette tenue, c'est pour dire quelque chose. Tu adresses un message. C'est d'abord un signe de liberté d'expression, de confiance en soi et aussi de rébellion. C'est pas de la rébellion négative pour détruire des pays, non. C'est pour montrer, s'affirmer, s'imposer dans un monde. Voilà. C'est un peu de la rébellion? C'est justement, ce n'est pas de la rébellion négative, mais c'est une façon de sortir, de se débarrasser de ces chaînes de la société où on doit te conformer à faire comme tout le monde. C'est une manière de se démarquer du lot. Quels sont les basiques pour avoir un bon look streetwear? Si je veux m'habiller comme vous, j'ai besoin de quoi? C'est quoi les basiques? La base, c'est d'avoir au moins des jeans.
Voilà, minimum ça. Minimum ça. Le streetwear, on parle pas de streetwear sans jean. Des jogging. Voilà, jean, jogging, des t-shirts oversize et des suites à capuche oversize, des casquettes et aussi souvent des bijoux. Un bonnet. Oui, voilà, un serre-tête. Voilà, ou soit un sac banane comme ce qu'il tient là. Non, ça c'est pas banane, ça c'est une petite sacoche. La banane elle est là. Voilà. Merci. Vous n'êtes pas dans le même monde streetwear, on dirait. Non. Justement, c'est un monde, c'est littéralement un monde. Chacun a sa manière à lui d'exprimer la chose. Son vêtement, et chacun sait le message que lui il véhicule à travers son streetwear, je dirais. Est-ce qu'il faut être riche pour adopter ce style-là? Est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de moyens financiers, Est-ce que c'est coûteux, tous ces vêtements? Oui, c'est un peu coûteux, mais c'est pas forcément... C'est généralement des choses de marque ou c'est la libre expression? Quand un vêtement est beau, on peut le mettre. Un streetwear, normalement, tu devrais porter des vêtements de marque pour que ça soit plus... pour que ça fasse un peu plus genre. Bon, moi j'ai une obsession par rapport à ce côté. Vous savez, le streetwear, qui dit streetwear parle d'originalité, tout d'abord, et de créativité. Oui. Un bon adepte du streetwear peut se rendre chic avec n'importe quoi. Il suffit juste, c'est ça la magie du truc en fait. Tu assembles des tenues, tu peux prendre un gilet tu peux prendre le gilet d'une veste, un jean, une chemise, une cravate. Et puis, boum, tu donnes un résultat vraiment époustouflant. Il y a le streetwear vintage, à la fois classique et tout. Et elle a parlé de marque. Quand on dit streetwear, ce n'est pas obligatoirement qu'il faut avoir des vêtements de marque, non. Parce que d'abord, quand on parle de marque aussi, là, on va ailleurs. Il y a d'abord, la streetwear, c'est un vaste monde. Il y a plusieurs autres styles dedans. Par exemple, la drill. C'est la drill surtout qui exige. Je ne comprends rien à tout ce qui se passe là, mais bon, j'écoute quand même. Nous sommes là pour t'illuminer. Okay. La drill, c'est un peu une sorte de streetwear, mais de luxe. Parce que là, tu dois avoir au moins 3 différentes marques sur toi, ou bien tu es totalement dans la même marque, mais tout doit être luxueux. Soit le sac, c'est un Gucci. C'est peut-être ce que fait Micheline. Voilà, ouais, disons ça. D'accord. Si tu portes au moins 2-3 trucs avec des trucs de marque et autres, et surtout là, dans la drill, vous allez voir surtout les artistes comme les Imra, les Central C. Vous voyez comment ceux-là ils sont habillés. Ils sont en streetwear, mais c'est luxe, avec des Rolex, c'est ça la drill, le luxe. Maintenant, le streetwear, lui, il est voilà, de la rue. Ceux-là n'avaient pas, ceux qui avaient créé ce concept n'avaient pas vraiment l'argent pour payer des bijoux de luxe et autres. Donc, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, avec un peu d'imagination, de créativité. Et voilà ce que ça donnait. Le streetwear, est-ce que c'est une mode ou un mode de vie? Est-ce que ça se résume juste aux vêtements que vous portez ou à votre manière de vous comporter dans la société? Bon, pour moi, le streetwear, c'est un mode. C'est juste une mode, pardon. Mais si on prend le concept de manière générale, c'est un mode de vie. Mais pour moi, c'est une mode. Toi, tu t'es limité à l'aspect physique de la chose. Oui. Larison, moi je dis que c'est un mode de vie. Pour moi, le streetwear, c'est un mode de vie. Il faut respirer streetwear. Quand tu dis que moi je suis un adepte de streetwear, c'est que tu l'es jusqu'au trip en fait. Le tout ne suffit pas de porter les habits, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut encore y mettre l'attitude qui va avec. Vous voyez, quelqu'un qui est déjà ancré dans le streetwear, c'est quelqu'un qui vit ça. Il ne le prend pas juste comme un style vestimentaire pour aller à un chill avec des amis, non. C'est que ça se reflète dans son attitude. Quand il est quelque part, vous allez voir, ce type, il a toujours un truc qui le démarque du lot. Vous allez trouver, et généralement, les personnes associent ces personnes comme peut-être des révoltés qui n'aiment pas suivre les règles, ou bien, juste on le voit comme ça, dit, ouais, c'est un bad boy. Même s'il n'est pas celui qui vit vraiment en mode streetwear jusqu'au trip. Ça se sent même dans son attitude, dans même en veste. Même en veste, vous allez voir que lui, il a du caractère. Voilà. Donc, les personnes qui adoptent le streetwear sont généralement stylées, charismatiques. Ouais. Et ce sont des personnes avec du caractère. Voilà. Ils n'ont pas forcément besoin de parler
pour s'imposer. Et quand il prend la parole... Ce sont des forces tranquilles, comme on le dit. J'ai tout compris, c'est ça. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui adoptent ce style-là? Oui. Est-ce que vous êtes nombreux au Bénin à aimer le streetwear? Évidemment. Oui. Vous êtes souvent, la plupart. Vous avez des associations de... Bon. Des sectes. Il y en a des associations et autres, il y en a. Mais on remarque plus, surtout avec la mondialisation et tout, quand on prend par exemple 10% ou voire même, disons 50% de la jeunesse de maintenant, c'est du streetwear. Tout le monde quand tu vas à un chill par exemple, quand tu regardes ton alentour, tu vas pas voir quelqu'un qui va porter bomba ou bien une veste. C'est même interdit. Oh. Tu ne peux pas rentrer dedans. Tu peux payer le ticket, si je viens en bomba, tu ne rentres pas. Tu peux pas. Et si je viens en robe en pagne? Non, ça ne passe pas non plus. Tu ne respectes pas le dress code. Voilà. Soit tu portes un t-shirt avec oversize. Voilà, oversize avec un cargo ou peut-être une mini-jupe, un truc du genre. Voilà, c'est conforme. Faut être stylé et décontracté. Voilà. D'accord, c'est l'instant astuce. On va écouter quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Samuela Dou. Je vais dire que c'est... C'est Toron, je crois, non? Toron, merci, Samuela Toron. Oui. On va dire que c'est un vétéran de la chose, donc on l'écoute. En matière de streetwear, le jean est la matière la plus utilisée et la plus mise en avant en matière de streetwear. Le jean est une matière phare du streetwear. Du coup, le jean est un vêtement qui va sur tout type de vêtements et se marie avec tout type de combinaison. En matière de streetwear, c'est vrai que c'est le style oversize, mais pas seulement ça. Il y a aussi la combinaison de couleurs, de bonnes combinaisons, de bons styles et également une touche d'originalité. Peu importe ce que je trouve et peu importe ce que je veux faire, j'ajoute toujours une touche d'originalité afin que cela soit ma propre signature. Et si vous voulez vraiment sortir de l'ordinaire et aussi vous affirmer, montrer que ce que vous voulez faire est vraiment original, il faut d'abord que vous ayez confiance en vous, confiance en ce que vous faites et que vous osez. On revient ici en studio, vous l'avez écouté, je suppose que vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, j'ai pas d'objection. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle a su résumer la situation en quelques mots. Tu parlais tout à l'heure de jean, qui est l'accessoire indispensable, elle l'a dit. C'est la matière, oui, voilà, elle l'a dit elle tout à a l'heure. confirmé. C'est oui. la matière phare du streetwear. Tu peux pas dire que tu es assez fan de ce mode de vie, de ce style vestimentaire sans avoir de matière en jean. Oui. Même si souvent on ne porte pas de jean tout le temps pour être en streetwear. Parce que la preuve, moi je suis en cargo et c'est pas du jean, c'est un tissu. C'est quand même du streetwear. D'accord, sans transition aucune, on va passer à la rubrique santé de cette émission. Vous allez rester avec moi pour écouter. Nous avons interviewé un médecin, il s'appelle Docteur Sourire. Il nous parle des conséquences du défrisage des cheveux. Donc, on va l'écouter tout de suite. Il y a 2 semaines, j'ai reçu en consultation Sarah. C'est une adolescente de 12 ans que je suis pour un problème digestif. La maman me pose la question de savoir si je suis d'accord qu'elle défrise sa fille Sarah parce qu'elle trouve que ses cheveux sont trop durs et elle a du mal à la tresser. Elle voudrait faire des défrisages pour rendre les cheveux très lisses. Alors je lui dis, madame, c'est une question importante. C'est sûr qu'il y a des risques qu'on évoque en lien avec le défrisage sur, par exemple, les cheveux qui sont abîmés, le cuir chevelu qui peut être dégarni. Je dis, madame, donnez-moi 1 ou 2 journées, je veux faire un peu de recherche de bibliographie pour voir s'il n'y a pas des dangers additionnels à cette pratique. Alors quelques jours après, je rappelle la maman et je lui dis effectivement c'est une pratique qui est très dangereuse parce qu'il y a une étude qui venait en plus de sortir qui montrait une augmentation du risque de cancer de l'utérus. Mais en faisant cette recherche, j'ai également découvert qu'il y avait d'autres cancers qui avaient été associés à l'utilisation de ces produits de défrisage qui
montré une augmentation sur le cancer du sein, sur le cancer des ovaires et même sur des questions de fibromes. Et tout ceci passe par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme hormonal, parce que les produits qui sont utilisés, ce sont des produits qui sont chimiques, toxiques, qui vont entraîner une perturbation au niveau des hormones, qui vont entraîner donc la prolifération de certains de ces cancers. L'autre mécanisme, c'est le mécanisme de la composition chimique de ces produits qui contiennent certaines dérivés du formaldéhyde, qui là aussi a une action cancérigène. Alors qu'est-ce que j'ai dit à la maman de Sarah? Je lui ai dit, voilà, c'est quelque chose à déconseiller absolument. Il y a plusieurs façons de prendre en charge les cheveux. Elle devrait s'orienter vers des méthodes naturelles parce que le risque est très élevé, notamment chez une adolescente. Par exemple, pour le cancer du sein, faire le défrisage chez les adolescentes est associé à un risque de cancer du sein très très élevé, surtout des cancers avant la ménopause. Comme vous le savez, ce sont des cancers qui sont beaucoup plus fréquents à partir de 50 ans, mais avec le défrisage, les produits utilisés, l'âge est très précoce de ces cancers du sein. Donc, j'ai dit aussi à la maman qu'il faut aussi qu'elle conseille sa fille de ne pas fumer, de faire de l'activité physique, de faire attention à son poids, le surpoids et l'obésité qui sont aussi associés à d'autres problèmes de santé. Et puis, finalement, être toujours à l'écoute de sa fille. On vous aime comme vous êtes, au naturel. Voilà, on vous aime comme vous êtes, au naturel. J'ai vu que tu étais un peu, on va dire, choquée par tout ce qu'a dit Dr Souris. Dis-moi, est-ce que tu te défrises les cheveux ou est-ce que c'est arrivé à un moment de ta vie que tu le fasses? Je me défrise généralement les cheveux. Parce que, franchement, garder les cheveux naturels, c'est difficile à entretenir, ça fait mal. Très difficile pour moi. Parce que de un, moi, mes cheveux au naturel, c'est très dur et c'est touffu. Quand je vais chez une coiffeuse pour me tresser, avant de me peigner d'abord, c'est un véritable calvaire. On va mettre le peigne dans les cheveux, tu vas commencer par crier. Donc, c'est tout ça là, j'ai regardé, j'ai dit non, il faut mieux défriser mes cheveux pour être un peu plus à l'aise. Mais est-ce que tout ce qu'il vient de dire ne te démotive pas un peu? Parce que c'est pourquoi j'ai écarquillé les yeux en fait. Parce que tout ce qu'il a dit, l'impact que le défrisage de cheveux a sur la santé, je n'étais pas au courant. Ça peut être à l'origine de beaucoup de cancers. Voilà, donc je n'étais pas au courant je n'avais pas vu cet aspect-là, cet aspect sanitaire-là. Donc pour moi, c'est que je me défrise les cheveux juste pour être à l'aise. Et par exemple, là maintenant, j'ai fait des repousses. Et donc, je me disais que demain ou après-demain, j'irai chez ma coiffeuse pour remettre un autre produit. Et là maintenant, tu vas y réfléchir encore un peu. Voilà, c'est un peu compliqué. Et franchement, ça me fait peur. Parce que depuis 2 ans déjà, je défrise mes cheveux. Et avec tout ce que le docteur vient de dire, il y a beaucoup de questions qui sont dans ma tête. Le but, ce n'est pas de faire peur, mais c'est plutôt d'éveiller les consciences. Voilà, effectivement. Et il vient de faire ça. Parce que pour moi, avant, c'était juste un truc simple. Tu mets en mode, ça va. Et tu trouves que tes cheveux sont bien mous, lisses. Et ça va, au KLM. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. Franchement, je ne peux plus faire ça. Je vais laisser mes cheveux pousser naturellement et couper là où il y a les produits et garder mes cheveux au naturel. Waouh, Monsieur Souré doit me donner sa méthode pour convaincre les gens de cette manière. Je sens que j'en aurais besoin. Ça a été très facile. Mais j'en suis ravie, c'est bien. Il faut promouvoir le naturel. Oui. C'est toujours bien d'utiliser des produits naturels, de rester au naturel. Larissa, tu as un truc à dire par rapport au défrisage des cheveux? Parce qu'il y a des garçons qui le font, qui se défrisent les cheveux. Oui, et je dis que c'est déplorable en fait. D'abord, le défrisage, j'aime pas. Chez une fille, j'aime pas déjà. Donc maintenant, imaginez sur un garçon, c'est pire. Et surtout quand certains garçons défrisent leurs cheveux et après, c'est dans tous les sens. Je hais ça. Si tu veux rester cheveux en afro, ok. D'abord, les garçons, pitié, arrêtez de vous défriser. Regardez. C'est afro là. Est-ce que tu vois des bouts qui débordent? Calme-toi. Maintenant, pour les femmes,
je comprends le fait que elle souffre quand on doit les tresser parce qu'elle se tresse généralement très souvent. Donc, c'est vrai, je comprends. Mais essayez de réduire la dose. Et utiliser beaucoup plus les produits naturels. Parce que vraiment, à l'allure où ça va maintenant, tu vois comment les jeunes meurent. Oui. On va dire maintenant que l'enfant est décédé. C'est le produit qu'il a défrisé les cheveux. Ça serait dommage. Donc, restez naturel. On arrive à la fin de cette émission. Vos mots de fin, est-ce que vous avez passé un bon moment en ma compagnie? Oui, est-ce que vous avez pris du plaisir? Oui, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. C'était vraiment super. J'ai pu m'exprimer librement, dire ce que je pensais par rapport... Faire découvrir ton style aussi. Mon style, voilà. Donc, c'était vraiment bien. Et j'ai gardé une leçon. Avant de quitter d'ici, je crois que ma vision des choses par rapport à mes cheveux... Stop le défrisage. J'en arrête là, c'est bon pour le moment. Je vais prendre une pause. Super. Et commencer par utiliser des produits naturels ou carrément couper les cheveux et reprendre à zéro. Larison? Moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir été en votre compagnie aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Vraiment, merci. C'est un plaisir pour nous. Et j'aimerais inviter les autres jeunes filles qui font comme moi, en raison des douleurs et autres, de commencer par diminuer, comme il a dit, la quantité de produits qu'on met ou carrément d'arrêter de se défriser les cheveux. Parce que, comme vous venez de l'entendre avec moi, ça a beaucoup de conséquences sur la santé. On va rester sur cette belle conclusion. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous qui nous avez suivis, vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous avez pu avoir en plus, que ce soit sur les dreadlocks, le streetwear ou les risques liés au défrisage des cheveux. Je remercie le réalisateur de cette émission, Marie-Gilda Skaovi. Je remercie également le technicien qui a assuré la mise en onde de cette émission, Arior Azilino. Moi, j'étais Carole Mafleur-Vuayin. À samedi prochain. La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Écoutez, ça fait du bien.